Imaginez un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Un pays jeune, mais déjà marqué par des siècles d'histoire, de lutte et de transformation. Ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. De ses royaumes précoloniaux à son indépendance, de son miracle économique à ses crises sanglantes, de ses blessures à sa reconstruction, l'histoire de la Côte d'Ivoire ressemble à un roman, avec ses héros, ses drames et ses renaissances. Et aujourd'hui, nous allons raconter cette histoire, non pas comme une suite de dates figées, mais comme une fresque vivante qui continue de s'écrire sous nos yeux. Alors, pourquoi l'histoire de la Côte d'Ivoire est-elle si particulière? Parce qu'elle nous montre comment un peuple peut se relever encore et encore, même après les tempêtes les plus violentes. Revenons d'abord au tout début. Bien avant les frontières tracées par les colonisateurs, la Côte d'Ivoire est un carrefour. Un carrefour de peuples, de cultures, de royaumes. Au nord, l'influence des empires du Mali et du Ghana se fait sentir avec le commerce transsaharien, l'or, le sel et l'islam qui s'installe peu à peu. À l'ouest, les peuples Krou maintiennent leurs traditions, farouches et indépendants. À l'est, les Akanes, venus du Ghana voisin, fondent le royaume de Sanoui. Et au centre, les Baoulés, avec leur légende fondatrice de la reine Ablapoku, qui sacrifia son fils pour sauver son peuple. Cette diversité culturelle est une richesse, mais aussi un défi. Comment unir des peuples si différents? Au XIXe siècle, une nouvelle ère s'ouvre, la colonisation française. Tout commence par les côtes, avec le commerce de l'ivoire et de l'or. Mais très vite, les Français veulent plus, le contrôle total. En 1893, la Côte d'Ivoire devient officiellement colonie française. Mais derrière cette date se cache une réalité violente. Résistance farouche, guerre, conquête militaire. Les peuples de l'intérieur, du nord au centre, refusent de se soumettre facilement. La colonisation est une confrontation brutale, pas une marche tranquille. Une fois installée, la France impose son ordre. Les terres appartiennent désormais à l'État colonial. Le travail forcé devient la règle. Des milliers d'Ivoiriens construisent routes, chemins de fer, ports, sous la contrainte. L'économie est réorientée vers l'exportation, cacao, café, bois. Des cultures imposées pour enrichir la métropole, et non les populations locales. Dans le même temps, l'école française forme une nouvelle élite. Le christianisme s'étend, et Abidjan commence son ascension comme centre stratégique. Mais la résistance ne disparaît pas. À l'ouest, les Krou. Au nord, le royaume de Kong. Et plus largement, la figure de Samori Touré, dont les campagnes militaires freinent l'avancée coloniale. Cette résistance montre une chose. La colonisation n'est pas acceptée, elle est subie et combattue. Après la Seconde Guerre mondiale, un vent nouveau souffle. Les idées de liberté circulent, la lassitude face au travail forcé grandit. C'est dans ce contexte qu'émerge une figure centrale, Félix Houphouët-Boigny. Médecin, planteur, député, il lutte contre le travail forcé et fonde le syndicat agricole africain en 1944. Rapidement, ce mouvement devient une force politique, le PDCI. Le chemin vers l'indépendance est lancé. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire proclame son indépendance. À sa tête, Félix Houphouët-Boigny, le vieux, qui va diriger le pays pendant plus de 30 ans. Contrairement à d'autres pays africains, la rupture avec la France n'est pas brutale. Houphouët choisit la coopération. Les Français restent présents dans l'administration, l'armée, l'économie. Cette proximité avec l'ancienne puissance coloniale, ce qu'on appellera plus tard la France-Afrique, permet un décollage rapide. Et c'est le début du miracle ivoirien. Dans les années 1900,
1960 et 1970, le pays connaît une croissance fulgurante. Le cacao et le café propulsent la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial. Abidjan devient une métropole moderne, surnommée le Petit Paris d'Afrique de l'Ouest. Les infrastructures se multiplient, routes, écoles, universités, hôpitaux. Le pays attire des migrants de toute la région. Maliens, Burkinabés, Guinéens viennent travailler dans les plantations. Pendant 2 décennies, la Côte d'Ivoire est un modèle. Politiquement, Houphouët-Boigny règne en maître. Parti unique, pas d'opposition réelle, mais un style de gouvernance pragmatique. Plutôt que la répression massive, il préfère la négociation, l'intégration des adversaires. Cela lui vaut le surnom de sage de l'Afrique. Le pays devient un pivot régional, médiateur des crises, allié de l'Occident, symbole d'une Afrique qui réussit. Mais derrière la vitrine, des fragilités apparaissent. L'économie dépend presque entièrement du cacao et du café. Quand les prix chutent dans les années 1980, c'est la crise. La croissance démographique, alimentée par l'immigration, fait naître des tensions sur la question de l'identité nationale. Et puis, toute la stabilité repose sur un seul homme, Houphouët-Boigny. En 1993, sa mort ouvre une nouvelle ère. C'est Henri Konan Bédié qui lui succède. Mais son mandat est vite marqué par 2 grandes fractures, la crise économique et l'ivoirité. Ce concept, censé valoriser l'identité ivoirienne, devient un outil politique pour exclure certains adversaires, notamment Alassane Ouattara. Résultat, le pays se divise, les rancunes s'accumulent. En 1999, c'est le choc, le premier coup d'État militaire de l'histoire ivoirienne. Robert Guéhi prend le pouvoir, promet une transition, mais cherche à s'accrocher. En 2000, les élections tournent au chaos. Guéhi tente de se maintenir, mais la rue le chasse. Laurent Gbagbo devient président. Mais Ouattara, écarté, et ses partisans se sentent exclus. La légitimité du pouvoir est déjà fragilisée. En 2002, la situation bascule. Une rébellion éclate et divise le pays en 2. Le nord est contrôlé par les forces nouvelles. Le sud reste sous l'autorité de Gbagbo. La Côte d'Ivoire vit près de 10 ans coupée en 2, malgré des accords de paix successifs. La méfiance demeure, les armes circulent, les violences continuent. En 2010, des élections censées réconcilier le pays aboutissent à l'inverse. Le second tour oppose Gbagbo et Ouattara. La commission électorale proclame Ouattara vainqueur, mais Gbagbo refuse de céder. 2 présidents, 2 camps, une nation au bord du gouffre. La crise post-électorale dégénère en guerre civile, avec des milliers de morts. En avril 2011, Gbagbo est arrêté, Ouattara devient président. La Côte d'Ivoire sort meurtrie, mais vivante. La priorité est la reconstruction. Ouattara lance de grands projets, routes, ponts, hôpitaux, modernisation d'Abidjan. L'économie repart à toute vitesse, affichant parmi les croissances les plus fortes du continent. Le pays attire des investisseurs, se repositionne comme locomotive régionale. Mais la réconciliation est plus lente. Une commission vérité et réconciliation est créée, mais jugée limitée. Beaucoup dénoncent une justice à sens unique, visant surtout le camp Gbagbo. Malgré tout, des gestes marquent un apaisement. Le retour de Gbagbo en 2021, la rencontre symbolique entre Ouattara, Bédié et Gbagbo en 2022. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est stable, mais chaque élection reste une épreuve. En 2020, la décision de Ouattara de briguer un 3e mandat provoque des violences. La question de la succession demeure sensible. Sur le plan économique, le pays a progressé, mais les inégalités persistent,
surtout dans les zones rurales. La pauvreté, le chômage des jeunes et la question identitaire restent des défis à relever. Alors, que nous dit toute cette histoire? Elle nous dit que la Côte d'Ivoire a connu la prospérité, mais aussi la guerre. Qu'elle a su se relever après des blessures profondes. Qu'elle est un exemple de résilience, mais aussi un avertissement. Un pays peut basculer si ses divisions internes ne sont pas résolues. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui se tient à un carrefour. Son avenir dépend de sa capacité à diversifier son économie, à consolider ses institutions, à réconcilier ses communautés et surtout à faire en sorte que chaque élection ne soit plus une bataille, mais un moment de démocratie apaisée. De la reine Abla Pokou à Houphouët-Boigny, de Gbagbo à Ouattara, des royaumes anciens à la modernité d'Abidjan, l'histoire ivoirienne est une leçon pour toute l'Afrique. Une leçon qui nous rappelle que rien n'est jamais acquis, que la paix est une construction permanente et que l'avenir appartient à ceux qui savent tirer les leçons du passé. Alors, la vraie question est là. Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous bâtir pour demain? Si cette histoire t'a marqué, partage tes réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour d'autres récits comme celui-ci, parce que comprendre notre passé, c'est le seul moyen de construire un futur meilleur. Le Baobab, ton papy.